Toujours ici au MEDEF pour parler des questions européennes oui c'est ça, un tout petit peu plus de 2 mois des élections européennes qui vont rassembler des centaines de millions d'électeurs à travers tous les pays d'Europe. Bonjour Ambroise Fayol, merci d'être là, de venir témoigner en tant que vice-président de la BEI. La BEI, c'est la Banque de l'Union européenne. En quoi justement la BEI peut jouer un rôle pour aider l'Europe à être une Europe puissance comme on vient de l'évoquer? Alors d'abord, merci beaucoup de l'invitation. La BEI, c'est la Banque de l'Union européenne. Elle a été créée par le traité de Rome. Et la raison pour laquelle les fondateurs de l'Union, à l'époque la Commission économique européenne, avaient pensé à une institution comme la BEI, c'était l'Italie du Sud. Et c'était le fait que la création d'un grand marché unique serait un frein à la cohésion et avec des problèmes d'investissement, de rattrapage d'investissement. Et ça reste aujourd'hui quelque chose qui est très important pour la BEI. Alors, il y a deux choses que je voudrais dire en matière d'investissement, puisque ce qu'on voit quand même, c'est notre métier. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est à la fois un retard qui s'accroît entre l'Europe et les autres grandes puissances concurrentes, notamment les États-Unis, en matière d'investissement. Et en même temps, des initiatives en Europe qui visent à essayer d'accélérer les politiques d'investissement européennes. Et si je prends deux exemples, le premier, c'est tout ce qui concerne les entreprises qui ne sont pas forcément de très grande taille, mais qui ont un grand succès avec des besoins de capitaux très importants et qui ont un problème de ce qu'on appelle le scale-up. D'accord. Et ça, il y a eu une initiative sous présidence française de l'Union européenne avec l'Allemagne, avec l'Italie, l'Espagne et quelques autres gouvernements et la BEI pour créer un grand fonds qui finance justement certaines de fonds qui investissent dans ces structures-là. Et nous-mêmes, on le fait aussi dans quelques champions européens dans leur catégorie. J'en donne juste un exemple parce que j'ai signé ce projet hier avec une entreprise de Montpellier qui s'appelle Quantum Surgery et qui fait, on est devenu le premier investisseur en medtech, la BEI, en medtech et biotech, qui fait des robots médicaux extrêmement spécialisés et qui visent à traiter certaines tumeurs, en l'occurrence des tumeurs du foie. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous semble intéressant parce qu'on arrive à être à la fois concret, il y a un intérêt économique parce que du coup, on arrive à être en ambulatoire, et avec en même temps la création d'entreprises qui ne sont pas trop attirées, en tout cas pas systématiquement, par la volonté de se financer sur le Nasdaq. Et puis si je prends deux autres exemples, parce qu'on en a parlé dans le débat d'avant, il y a quand même de gros efforts qui ont été faits pour financer de très grandes usines, le ministre Altmaier en a parlé, de batteries électriques, et avec des investissements considérables dans des entreprises qui sont souvent des start-up, que ce soit Northvolt en Suède ou que ce soit Verkor ou AESC dans le nord de la France, et avec aussi, dans la lignée du CHIPS Act, beaucoup d'efforts faits pour financer des investissements considérables dans les semi-conducteurs, avec, dans le cas de la BEI, des investissements à la fois, en gros, tous les 2 ans, pour des volumes considérables, c'est plusieurs milliards d'euros dans STM, mais aussi, l'année dernière, la signature à Grenoble d'une entreprise de 750 millions d'euros pour la création d'une usine. On part de rien. Alors, l'entreprise existe et est même très prospère, mais on part de rien pour le financement de cette entreprise-là. À Kroll, Global Foundries, 750 millions d'euros pour financer une usine qui va fabriquer des semi-conducteurs. C'est pas ça qui va rendre l'Europe autonome en tant que telle, mais c'est ça qui contribue à rendre l'Europe autonome. Donc ce que je veux dire par ces exemples très concrets que vous venez de donner, c'est que vous-même, vous ne jouez pas aux équilibristes, mais en tout cas, vous savez évoluer, vous faites preuve de flexibilité au sein même d'une institution où on se dirait que finalement, vous suivez des schémas assez classiques. Non, il y a une profonde transformation de la BEI pour répondre à un problème qui a été très bien identifié dans la table ronde précédente, qui est celui de l'insuffisance de prise de risque en Europe.
Et donc nous, on est là, on a commencé avec le plan Juncker, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais il y a en gros 5 ou 6 ans, le président de la Commission européenne de l'époque a décidé de donner les moyens à la BEI de prendre beaucoup plus de risques pour financer des projets d'intérêt européen. Donc on ne contourne pas les régulations, mais en tout cas on prend des risques malgré les normes que connaît l'Union européenne. Alors bien sûr, vos actionnaires à la BEI, ce sont les 27 États membres. Est-ce que, on l'a vu tout à l'heure, c'est beaucoup plus difficile de prendre une décision à 27 qu'à 2 ou à 10. Est-ce que c'est un obstacle ? Alors, je vous confirme que dans ma vie quotidienne, c'est sûr que c'est plus difficile de prendre une décision à 27 que tout seul. Mais en même temps, quand on regarde l'évolution du Royaume-Uni, alors ils sont devenus indépendants dans la manière dont ils prennent les décisions. Et en même temps, ce qu'on voit quand même, c'est que on arrive, l'ambassadeur Sellal l'a bien dit, hein, on arrive à prendre des décisions ensemble, collectivement, même si c'est long, et en Europe, c'est long et c'est compliqué, et c'est de plus en plus long et de plus en plus compliqué au fur et à mesure que l'Europe s'élargit. Mais moi, je trouve qu'on arrive quand même à dépasser cela pour des enjeux qui sont considérables. Et je vais en donner un exemple. Nous, à la BEI, on transforme l'institution de Banque de l'Union européenne en Banque du climat de l'Union européenne. Et la stratégie climat de la BEI, elle a été mise en place en 2019 et 2020. Et en fait, elle a été décidée à l'unanimité. Et pourtant, tout le monde n'est pas d'accord. Par exemple, sur l'abandon de projets gaziers, ce qu'on a décidé de faire en 2019. Tout le monde n'est pas d'accord sur le rythme dans lequel on met en place telle ou telle stratégie en faveur du climat. Mais la réalité, c'est qu'on a réussi à faire atterrir tout le monde, après un certain nombre de mois de dialogue et de discussion, sur une stratégie commune et une ambition commune pour accélérer les investissements dans le changement climatique. Et donc moi je trouve que ça c'est un bon exemple pour montrer que oui, c'est plus compliqué, mais oui on y arrive, et par ailleurs on y arrive dans un marché intérieur qui est d'une taille qui n'a rien à voir avec celui de nos économies nationales. Et donc au moment où, sur les finances, sur les dividendes, sur les déficits, ça se tend un peu, certains disent qu'il faut peut-être faire une pause au niveau climat. Vous, votre position, c'est le contraire, c'est de dire on continue ? Alors, je dirais que nous, on entend bien un certain nombre de critiques qui sont faites sur l'agenda climatique relatif à la nécessité de simplifier un certain nombre de choses. Et d'ailleurs, on y travaille, et la Commission européenne travaille à revoir un certain nombre de dispositions dans le cadre de la célèbre taxonomie pour essayer de voir comment mieux prendre en compte les contraintes qui sont imposées aux entreprises dans ce cadre-là. Et en même temps, la réalité, c'est que je pense qu'on y arrive. Et donc, parce que dans le même temps, moi je suis très sensible à ceux qui souhaitent essayer de réduire le nombre de normes dans les États et dans les On va y venir au tout à niveau de l'heure. l'Union. Ouais. Mais la vérité, c'est que le changement climatique, lui aussi, il continue et même il s'accentue. Et on a de gros efforts qui sont faits pour investir dans le changement climatique. Mais ce qui est vrai aussi, c'est que la rapidité avec laquelle le montant d'émissions de gaz à effet de serre se réduit est moindre que ce qu'on pourrait attendre et que ce qui est nécessaire, non seulement pour l'objectif européen de neutralité carbone, mais surtout pour arriver à continuer à vivre dans une Europe de plus en plus souffrant de ce changement climatique. Donc ça serait reculer pour mieux sauter, en fait, cette pause. Là, je pense qu'il faut les deux. Il faut essayer de travailler pour simplifier les dispositifs, tout en gardant en tête que l'objectif majeur, c'est quand même celui d'une Europe qui arrive à lutter contre le changement climatique. Dans le monde qui arrive à lutter contre le changement climatique. Merci pour votre témoignage. Ambroise Fayolle, qu'on applaudit, s'il vous plaît. Merci. Vice-président de la BEI. Merci, monsieur.